Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 : L'acte suicidaire à l'adolescence. Un modèle de l'adolescence ? Il serait vain, voire chimérique, de vouloir présenter ici ou ailleurs un modèle exhaustif de l'adolescence. De plus, il nous semble bien difficile de rendre grâce à chacun des auteurs qui ont contribué à penser ce qui se révèle généralement en tant que période cruciale de la vie, au sens premier, période de crise. L'adolescence représenterait une double limite, c'est-à-dire un double entre-deux. Nous la situerions entre crise et traumatisme d'une part, entre réel et virtuel d'autre part, soulignant d'emblée que les deux termes de chacun de ces axes ne s'opposent nullement. Le traumatisme n'est pas l'opposé de la crise et le virtuel n'est pas l'opposé du réel. Les termes ici ne se répartissent pas selon un continuum. Crise et traumatisme relèvent de deux logiques différenciées, bien qu'ils soient tous deux évocateurs de rupture, de changement, de destructivité, du négatif. Cependant, la dimension résolutive de la crise est inhérente au terme même, et le traumatisme s'offre au travail psychique comme une nécessité. Crise à l'adolescence, car temporalité, passage, effet d'acmé et résolution. Traumatisme parce que l'adolescence s'amorce avec l'effraction de la puberté en l'enfant, avec pour effet l'après-coup de la génitalisation et le refoulement de l'infantile. Réel et virtuel, car l'adolescence peut s'entendre comme le travail psychique du réel de la puberté et de ses implications relationnelles, entraînant remaniement narcissique et objecto, dont on ne se tire qu'au prix d'un processus difficile, celui de la subjectivation, car l'adolescence est marquée du saut de la virtualité qu'est le devenir adulte. Virtuel s'oppose en effet à actuel. L'adolescent rencontre en lui la réalité du virtuel, qui lui fait perdre le repère que demain sera comme aujourd'hui. Il ne peut plus se dire « demain, le soleil se lèvera comme aujourd'hui », dans la banalisation et le semblant d'ignorer qu'il ignore ce qu'il sera, éprouvera, vivra, pensera demain. Le réel et l'après-coup qui définissent le traumatisme invoquent la pulsion de mort selon deux aspects différents. Le réel est la mort de l'enfant, mais la naissance de l'infantile. Le traumatisme, parce qu'il est après-coup, répète l'effraction du génital dans la psyché et le corps de l'enfant oedipien. L'adolescence, en ce sens, consiste en le travail de la négativité que sont le réel de la mort et la répétition d'une effraction. Seuls, l'amour et le sens permettront le dégagement de Thanatos, autorisant le travail du négatif que constitue l'adolescence. Corps et psyché s'intriquent ici en une liaison que la pulsion de vie détermine, d'abord quantitativement, puis progressivement qualitativement par la mise en sens vers quoi elle tend. La douleur, Chabert 2003, joue ici un rôle majeur, en tant qu'elle lie corps et représentation, corporelle et représentance. C'est pourquoi les éprouvés adolescents de plaisir et de douleur sont si importants, et qu'ils les mettent en acte bien avant de les mettre en scène, dans les expériences qu'ils traversent, si l'on peut user d'un tel pléonasme, expérir, sortir du péril, traverser le danger, et par extension éviter la mort. La crise et le virtuel inscrivent l'adolescence dans une dynamique évolutive, c'est-à-dire temporelle, plus qu'incertaine par définition, et très concrètement pour chaque adolescent. De quelle évolution s'agit-il ? F. Marty en a bien montré les écueils. Il tourne autour de la génitalisation, ou plus exactement la traverse, Marty 2004. C'est par l'adresse à l'autre, ou plus exactement au grand autre, via le petit autre, que l'adolescent devient sujet. Le jeu des identifications entre elles, c'est-à-dire le remaniement des identifications premières, originaires et primaires, en fonction de l'idéal du moi, préservant d'un moi idéal tout-puissant, permettra à l'adolescent de tracer une voie tendue vers demain qui lui soit propre, significative de sa propre vérité de sujet. Ce jeu nécessite que soient posées les bases suffisantes des prérequis oedipiens et que soit élaborée, perlaborée, la problématique incestuelle. Ce jeu fait de l'adolescence un processus que F. Marty nomme la névrose d'adolescence. L'adolescence, en ceci, se rapproche du processus de la névrose, mais aussi du processus de la cure analytique, comme l'ont souligné de nombreux auteurs, Kahn, Rassial, etc. Si ce processus a lieu, il dégage progressivement le sujet des dépendances infantiles et des dépendances transitoires de l'adolescence. En revanche, le déni de la dépendance plutôt que son dégagement sur les bases de sa reconnaissance qui seule ouvre à son travail,
enferme et désubjectalise l'adolescent dans un suspens caractéristique de certains aménagements courants que Bergeret 1985 notait déjà, qui rapprochent l'adolescent d'un cas limite. Il s'agit ici d'un évitement global du processus vivant de la dépression, qui seul permet les indispensables deuils de l'enfance. En résumé, l'adolescence est un processus provoqué par l'effraction du réel de la puberté dans un corps psyché contraint alors à des transformations. Il s'agit donc, comme tout processus psychique, d'une élaboration du négatif mortifère au moyen de la transitionnalité qui s'inscrit en négatif, c'est-à-dire en tant que cadre, que matrice active, donnant accès à la génitalité adulte par le moyen du refoulement de l'infantile. La génitalité adulte est le support narcissique, identificatoire et objectal, qui offre au sujet le moyen de sa propre vérité pour soi. La fonction d'une identité différenciée, sexuée et autonome. Mais avant d'aller plus loin, et puisque ce chapitre est voué à articuler actes suicidaires et adolescence, il convient de préciser ce qu'il en est de la réalité du suicide. Fragment du réel. Contexte général du suicide et des tentatives de suicide. Sur un plan général, sur les 11 000 personnes en moyenne qui décèdent par suicide en France chaque année depuis une dizaine d'années, les adolescents sont environ 700 à 800, de 15 à 24 ans, ce qui représente près de 2 morts par jour. Les tentatives de suicide avoisineraient les 500 000 par an en tout, dont 350 000 pour les jeunes de 15 à 24 ans. Actuellement, Marie Choquet évalue à 9% des jeunes de 14 à 19 ans ceux qui ont fait une tentative de suicide, contre 7% il y a 6 ans, Choquet 2004. Ce chiffre est stable pour les garçons depuis 10 ans, mais l'augmentation est de 40% pour les filles. C'est-à-dire que 3 filles font une tentative de suicide quand un garçon en fait une. De plus, 26% des garçons et 41% des filles de cette tranche d'âge déclarent avoir eu des idées suicidaires dans l'année. Il faut préciser que les statistiques des tentatives de suicide sont largement minimisées, dans la mesure où nombre d'entre elles ne sont jamais déclarées, cachées par les intéressés eux-mêmes, parfois banalisées par l'entourage, même médical. Selon une chercheuse québécoise, les taux de tentatives de suicide sont beaucoup plus difficiles à établir avec certitude que les taux de suicide complétés, notamment en raison des biais importants liés aux méthodes de collecte des informations. 2 méthodes principales sont utilisées pour déterminer la prévalence des tentatives de suicide. Les enquêtes et la compilation des soins médicaux suite à une tentative de suicide. Chacune de ces méthodes est sujette à des erreurs de mesure. Hall 2005. Les chiffres que nous proposons sont ceux qui relèvent d'un comptage hospitalier. Par exemple, pour la Charente, on peut estimer à 6 tentatives de suicide par jour le nombre total qui parvient au service de soins de tous les services d'urgence médicale pour tous les âges. Mais il n'est que d'entendre les sujets suicidants eux-mêmes déclarer qu'ils ont déjà tenté de se suicider plusieurs fois avant une hospitalisation, particulièrement les adolescentes, pour se représenter l'ampleur de la sous-estimation. Pour nous, les comportements suicidaires sont d'une importance cruciale pour plus d'une raison. Évidemment, il y a le nombre, il y a le rang. C'est la seconde cause de décès chez l'adolescent en France et en Suisse après les accidents de la voie publique, la première au Québec, mais il y a aussi 1. L'implication de l'entourage, 2. Les motifs profonds, 3. Le constat que bien des situations de crise suicidaire chez des adolescents demeurent banalisées soit dans les services d'urgence soit par certains professionnels de santé sous des prétextes divers que nous évoquerons plus loin. Nous avons dénoncé cette situation dans un rapport d'évaluation de formation que nous avons dispensé dans le cadre du programme régional de santé, prévention de la dépression et du suicide de l'adolescent et du jeune adulte, de Poitou-Charentes en 2003. C'était la 5e année que nous dispensions ces formations et nous avions rencontré plus de 700 professionnels dans ce cadre, dont plus de la moitié de professionnels de santé de toute la région. Cette situation faisait partie de la plainte de ces professionnels eux-mêmes. Nous pouvons faire hélas le même constat aujourd'hui. Les causes d'un tel état de fait ne sont pas l'objet de notre travail, mais nous croyons qu'un certain manque de rigueur à penser la question n'y est pas pour rien. La lecture de cet ouvrage sera donc parfois ardue. L'implication de l'entourage. Parmi les idées reçues sur le suicide, il y a celle parfois invoquée par les personnes suicidaires elles-mêmes, que le suicide relèverait de la liberté individuelle.
Il n'est pas ici le lieu d'une discussion philosophique, certes passionnante et passionnée, mais plutôt d'un positionnement clinique. Le nôtre est qu'une tentative de suicide ou un suicide ont des conséquences directes et indirectes sur l'entourage du sujet suicidant. À titre d'illustration, les 11 000 décès par suicide en France chaque année correspondraient à plus de 70 000 endeuillés, Terra, 2002. Parmi ces endeuillés, un certain nombre feront un travail de deuil compliqué, bloqué, voire pathologique, la phase dépressive normale de ce travail psychique nécessaire s'éternisant et devenant un état dépressif sévère avec fort risque suicidaire, notamment parce que faire le deuil mobilise des mouvements identificatoires puissants à l'objet disparu, identification parfois jusque dans la mort. Ainsi, nous ne considérons pas l'acte suicidaire comme un acte solitaire, mais comme un acte qui entraîne les proches, ceux qui étaient liés par un attachement ou un lien affectif au suicidant, dans une séparation qu'ils ne peuvent pas toujours supporter. En ce qui concerne les adolescents, s'ils ne sont évidemment jamais seuls, comme Winnicott l'écrivait du bébé, la question même de la séparation, du processus d'individuation-séparation qui se rejoue en cette opération psychique de l'adolescence pose le travail de deuil comme central. L'opération adolescente, RASSIAL, 1996, engage le sujet en devenir dans des deuils obligés, deuil global de l'enfance accompagné du refoulement fondateur de l'infantile, Marty 2004, deuil donc des images parentales idéales, qui engage les représentants réels de ces images dans la menace pour leur intégrité que fait peser sur eux la tentative de suicide potentiel de leur progéniture. On a parfois le sentiment que le premier terme de l'expression « menace suicidaire » est une adresse mortelle pour son ou ses destinataires tout autant qu'elle l'est pour le suicidaire lui-même. Par ailleurs, si nous pensons avec Camus que la question suicidaire est question philosophique majeure, c'est bien parce qu'elle pose cette question très simple, que le philosophe pose dans La Chute. Peut-on laisser quelqu'un se suicider, et quelles en sont les conséquences pour soi et pour le genre humain ? Au-delà des questions éthiques qui interrogent le courage, la dignité, le sacrifice, la liberté, et bien qu'elle nous soit chère personnellement, c'est la question de la responsabilité du clinicien face à l'adolescent, de son engagement auprès de lui qui nous occupe ici, qui nous engage. C'est même plutôt l'en-deçà de l'acte suicidaire qui nous motive, et qui peut avoir pour conséquence, que le sujet se désarime du symbolique, c'est-à-dire de ce que sont le courage, la dignité, le sacrifice, la liberté, et en vienne à attenter à sa propre intégrité corporelle, lieu de son habitation psychique. Les motifs profonds. Nous ne prétendons pas les embrasser de manière exhaustive. C'est le négatif, tel qu'il est conçu par André Green tout au long de son œuvre, qui nous servira d'étayage conceptuel, en contrepoint du processus de subjectivation contre et avec lui si l'on peut dire. En effet, si nous ne partageons pas pleinement le point de vue d'un Philippe Jean May, par exemple, pour qui l'acte suicidaire est sous-tendu par une vitalité à visée réorganisatrice, nous partageons peut-être celui d'un Xavier Pomeroy, qui considère que se demander si l'adolescent veut mourir ou non lors de sa tentative est une mauvaise question, sur le plan clinique. Pomeroy 1996, nous pensons que pour autant le négatif, y compris dans L', une de ces figures qui est celle de la pulsion de mort, est actif dans le processus suicidaire lui-même de l'adolescent et qu'en ce sens, paradoxalement, il lui donne parfois sa valeur structurante, ainsi que Winnicott nous a montré qu'il n'existe pas de croissance sans perte. La banalisation de la crise suicidaire. La banalisation d'une tentative de suicide par l'entourage soignant est fréquemment décrite et rencontrée dans la pratique. Ce n'est d'ailleurs qu'après évaluation que l'on peut en déterminer la véritable valeur. Banalisation ou sidération, banalisation défensive ou déni de la souffrance psychique de l'autre par le truchement d'un fonctionnement clivé. Cependant, dans la mesure où les réactions familiales, quelles qu'elles soient, sont à prendre en considération dans une perspective soignante et donc empathique, c'est plutôt la banalisation par des professionnels de santé qui nous préoccupe. À vrai dire, cette banalisation peut aussi relever de significations très diverses et différenciées. Il existe encore des soignants au sens large, qui déclarent que nul ne peut jamais prévenir le suicide de quiconque, ce qui est évidemment faux, inutile de s'étendre, et relève souvent d'une confusion, défensive, entre prévention et prédiction. Il en existe aussi qui ignorent absolument repérer le potentiel suicidaire de leurs patients,
n'ayant jamais appris à distinguer puis documenter les risques, l'urgence et la dangerosité suicidaire, Seguin 2005. Cette ignorance est parfois mauvaise foi. D'autres soignants vivent parfois des situations institutionnelles tellement difficiles que leur connaissance et leur savoir-faire clinique dans le repérage du potentiel suicidaire sont impossibles à mettre en œuvre. Et puis, il existe aussi des phénomènes de déni ou de refoulement par manque d'analyse des contre-attitudes ou des mouvements contre-transférentiels inhérents aux prises en charge. Les recherches sur les tentatives de suicide sont plus rares et moins bien renseignées que les recherches sur les décès par suicide. Dans aucun pays n'existe de recherche d'ampleur nationale, systématisée sur les tentatives de suicide, Choquet 2004, Houle 2005. C'est un paradoxe, compte tenu du fait que les personnes qui ont fait une tentative de suicide sont encore vivantes et donc interrogeables, contrairement aux personnes suicidées, évidemment. On sait qu'en France le risque de tentative de suicide décroît avec l'âge, alors que le risque de suicide augmente avec l'âge. Les filles adolescentes sont plus à risque de tentative de suicide, alors que les garçons adolescents sont plus à risque de suicide. Selon Marie Choquet, le rapport entre garçons et filles pour le suicide est de 3,5 en faveur des garçons, alors qu'il est de 4,7 à 6,6 en faveur des filles pour les tentatives. Il faut noter que les jeunes adultes décèdent plus par suicide que les adolescents. Or il est fort probable que l'on assiste là à un effet cumulatif. On décède rarement d'une première tentative de suicide, surtout si on est jeune. La répétition est un facteur très important de décès. Ainsi, nombre de jeunes adultes décédés par suicide ont fait leur première tentative entre la puberté et 24 ou 25 ans, INSERM 2005. Par conséquent, il est absolument nécessaire de se pencher sur la prévention et l'intervention dès la puberté, voire avant. C'est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à une population de 13 à 20 ans dans ce travail. Une autre raison est que la prévalence des tentatives de suicide des adolescentes sur celle des adolescents est supérieure à la prévalence des tentatives de suicide des femmes adultes sur celle des hommes adultes, ainsi que le rapporte Janie Houle dans sa thèse Houle 2005. Ce même auteur suggère d'ailleurs que cette différentialité homme-femme en faveur des secondes pour les tentatives de suicide s'aplanit avec l'âge. Elle va plus loin, reprenant le travail de CANETTO, qui a montré qu'il est possible que les hommes adultes ne déclarent pas toutes leurs tentatives de suicide à cause de la connotation féminine de ce comportement pour eux, CANETTO 1998. Les tentatives de suicide des adolescents sont faites avec des médicaments dans 90% des cas, dont 50% de tranquillisants Choquet 2004. Nombre d'adolescents, comme d'adultes, déclarent avoir consulté un médecin généraliste dans les 2 semaines avant leur acte suicidaire, ce qui n'est pas sans interroger le contexte de cette consultation. Elle a été comparée à celle de l'infirmière scolaire, Choquet, Pomereau, 2001, et montre l'importance des connaissances en psychopathologie de l'adolescent pour le dépistage du potentiel suicidaire. Pour Philippe Jeanmet, dans un article sur l'adolescent et la mort, ce rapport est situé au cœur du drame humain, Jeanmet, 1998. Soudainement, au sortir de la puberté, il est confronté au réel de son corps, au réel d'une position entre 2 générations, la sienne et celle de ses parents, poussant ceux-ci vers la mort, sachant devoir pérenniser la transgénérationnalité par sa propre descendance à venir. De même, l'adolescent doit faire le deuil de l'enfance et de ses illusions, doit renoncer et perdre, et subira donc la dépression. Il n'est donc en rien étonnant qu'il se déprime, pense à la mort voire l'envisage. André Haïm déclarait déjà « Nous avons maintenant à nous demander si l'adolescence contient en soi l'envie de mort volontaire et la tendance naturelle à la réaliser. L'être humain, au moment où il devient capable d'assumer sa propre vie et de transmettre la vie, a-t-il tendance à quitter la vie, à mettre un point final prématuré à sa dramatique personnelle au moment où le prologue seulement s'achève ? Si cela était, serait justifié le concept de l'autonomie du suicide d'adolescent par rapport au suicide d'adulte. Son éventuelle singularité ouvrirait alors de nouvelles questions. Elle reposerait notamment les notions de suicide normal et pathologique. Haïm 1970. Aussi pensons-nous que la ligne de frontière que trace l'intrication des pulsions de vie et de mort
L'élude de partage entre une suicidalité inhérente à l'opération adolescente, et donc caractéristique normale de celle-ci, et une suicidalité pathologique, susceptible d'ailleurs de se prolonger au-delà de l'opération développementale de l'adolescence. Du défaut de subjectivation à la mise en acte à l'adolescence. Corps pulsionnel et acte. L'expression recours à l'acte est privilégiée par Claude Ballier, notamment dans son dernier ouvrage Ballier 2005, en comparaison des termes de passage à l'acte, mise en acte ou agir. Il s'en explique parce que recours à l'acte signe la nécessité récurrente de certains sujets d'avoir effectivement recours à l'acte comme mode relativement organisé, bien que si peu élaboré, de sédation de l'angoisse. Nous ne qualifions pas de mode défensif le recours à l'acte, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un mécanisme de défense du moi, à proprement parler. Il s'agit plutôt d'un aménagement, offrant une voie récurrente possible au sujet. Dans son travail sur le recours à l'acte, Ballier suit les voies tracées par André Green et Pierra Olagnier. Le schéma que propose Green dans le travail du négatif, qu'il nomme chaîne signifiante, permet de situer, de localiser l'origine du recours à l'acte. Rappelons ce schéma Green 1970. Soma, pulsion, affect, représentation de choses, représentation de mots, pensée réflexive. On peut postuler que le recours à l'acte interrompt la chaîne signifiante assez tôt, dans certains cas entre la pulsion et l'affect, ce dernier ayant statut de représentant psychique de la pulsion, dans d'autres cas entre l'affect et la représentation de choses, dans d'autres cas encore entre les deux types de représentation de choses et de mots, et probablement jamais entre représentation de mots et pensée réflexive. En effet, le recours à l'acte signe la présence de la violence dans son potentiel désymbolisant. Dans la réalité du sujet suicidaire, une autre chaîne, actuelle, qu'on ne peut évidemment qualifier de signifiante, se déroule ainsi. Lire le schéma de haut en bas. Séparation réelle ou potentielle, angoisse de séparation, crainte de l'effondrement, angoisse disséquente, défense narcissique majeure et ultime, douleur psychique, arrêt des processus de pensée-acte. Un tel schéma correspond plus particulièrement au cas de Sophie, évoqué plus loin. Mais il est pathognomonique de nombreux adolescents suicidants que nous voyons en centre de crise. On notera que l'angoisse de séparation se décline ici soit sur le mode d'une angoisse d'abandon, évoquant souvent un vécu abandonnique infantile, soit sur le mode d'une angoisse de perte de l'amour de l'objet, et toujours à l'adolescence, remettant en question, passant à la question quasiment le lien aux objets, interne comme externe, primaire comme secondaire. Ce questionnement peut facilement alors rimer avec le sentiment d'être abandonné ou rejeté, frustré par les images parentales que l'on rejette. Ces images qui soutiennent le moi comme de véritables auxiliaires du moi. Cette angoisse de séparation induit donc aussi une certaine menace narcissique, évoquant la menace dépressive typiquement adolescente, Braconnier 1980, et entraîne immédiatement la crainte de l'effondrement, telle qu'elle est décrite par Winnicott, c'est-à-dire en tant que sentiment d'agonie intolérable, le tout faisant éprouver une angoisse disséquante. La souffrance psychique qui est immanquablement attachée à ce processus devient alors impossible à éprouver, et se met en place automatiquement, la douleur psychique, signant une douleur à penser insurmontable. Seulement cette dernière ne peut durer, et entraîne le recours à l'acte comme seule issue pour échapper à ce qu'elle fait endurer au sujet. L'acte est alors le seul recours. Il sédate la douleur psychique et endort toute la chaîne. Cette issue sera d'ailleurs d'autant plus utilisée qu'elle aura été expérimentée comme telle. Aussi, la douleur signe-t-elle l'impossibilité de la mise en place d'une souffrance dépressive. Elle est une coupure, c'est d'ailleurs l'origine sémantique du mot douleur. Elle se situe entre le destin pulsionnel et la pensée, et les sépare. Surtout, la douleur psychique est le résultat d'une souffrance psychique dépassée. Nous établissons ainsi cette différence entre souffrance et douleur psychique, afin de situer ce point d'articulation où le sujet passe de la subjectivité à son abolissement par une sorte d'arrêt de la pensée. La douleur psychique entraîne la suspension de la subjectivité qui favorise le passage au registre de l'acte, mais elle signe du même coup, rappelons-le ainsi que la résistance, qu'un lien existe entre corps et représentation, un lien qu'elle coupe et révèle tout autant, comme le montre par exemple toujours le cas de Sophie. Mise au point sur la théorie de l'acte.
Il nous semblerait malvenu d'évoquer les agirs adolescents, sans dire quelques mots d'une théorie de l'acte. Nous partirons pour ce faire, du chapitre que René Roussillon lui consacre dans son ouvrage Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, Roussillon, 1991. Il rappelle que l'acte n'est pas un concept psychanalytique. On parle en psychanalyse de mise en acte, agiren chez Freud, ou d'acting out, acting in, qui sont toutes des expressions processuelles, comme en témoigne ici la forme progressive anglaise. En cours d'accomplissement donc, telle est la figure temporelle qui menace éventuellement la situation analytique, mais éventuellement seulement, car pour Freud, le transfert est une mise en acte qui se substitue à la remémoration, à son état brut. Précisons tout de même que s'il s'agit d'une mise en acte, le transfert est donc, par là même, le produit de la répétition. André Green y a insisté, comme le cite Roussillon, dans son article de 1970, Répétition, différence, réplication, Green 1970, où il décrit le trajet de la mentalisation cité plus haut. C'est ce schéma que nous venons de reprendre, tel que Green lui-même le réutilise ensuite. Cette suite d'emboîtements, chaque élément transformant le précédent tout en le contenant, l'amenant à un autre niveau et le préservant est à la fois un modèle du travail psychique et un modèle du travail analytique, en droite ligne, sur le plan heuristique, du modèle donné par le travail du rêve. L'acting circuite la chaîne en un lieu ou l'autre, s'opposant donc au travail psychique, au travail analytique. Qu'il s'agisse d'un acting in externalisant le sujet au sein du cadre analytique, ou d'un acting out, mise en acte en dehors de la situation analytique, mais y renvoyant tout de même, comme dans le cas de la jeune homosexuelle, Freud 1915, le psychanalyste cherche l'intention et la place de l'acting dans le processus psychique tel que décrit par Green. Mais Green, dans certains ouvrages, et notamment l'un des derniers où le thème de la mort figure dans le titre même, Green 2004, nous montre à nouveau l'intérêt crucial de ne pas mettre de côté voire de négliger ou de nier la pulsion de mort en tant que concept. Un concept qui rend compte de la réalité clinique, voire de sa butée dans le réel. Il en va de la survie de la pensée clinique, Green 2002, de penser, de symboliser cette question. Green rappelle que Freud élabore, progressivement de 1915 à 1920, l'idée d'une nouvelle dualité pulsionnelle, pulsion de vie, pulsion de mort, à partir d'un faisceau de constats et de conceptualisation. La répétition est la manifestation palpable de la pulsion de mort. Green rappelle que ce sont au premier chef, ceux qui s'occupent aujourd'hui, de patients atteints de maladies somatiques graves qui ont l'expérience, c'est le cas de le dire, expérir, de la réalité, c'est que Freud se heurte à un fait incontournable parmi d'autres, mais celui-ci est clinique. Le patient s'entête, Freud cité par Green 2004. Le transfert est non seulement mise en acte d'une répétition, mais devient mise en acte de la répétition. Il n'est pas suffisant d'apporter à l'analysant, au patient, le cadre qui lui permet d'entendre l'interprétation de l'analyste et ainsi de faire remonter à sa conscience, au bon moment, Freud 1912, la chaîne associative refoulée. Le patient s'entête, comme les foules s'entêtent à reproduire la guerre. Évidemment, en s'entêtant sans le savoir, le patient reproduit un mode transférentiel, des symptômes, des comportements. Cette double dimension de répétition et de mise en acte ne serait pas si préoccupante si elle n'était pas absolument et nécessairement liée à la pulsion, c'est-à-dire à l'entropie, à la destruction. Car la répétition est le produit de la pulsion de mort, comme nous venons de l'écrire. Nous devrons y revenir, mais auparavant, si nous revenons à Roussillon, nous constatons qu'il répertorie 4 catégories économiques de l'acte. La première catégorie, l'acte décharge, sans écran où projeter cette décharge.
décharge directe par la motilité par exemple, de grandes quantités d'excitation qui seraient ainsi radicalement soustraites au processus de pensée et au trajet de la mentalisation. Cette décharge est susceptible d'emprunter 3 voies, la voie motrice musculaire, la voie psychique, hallucinatoire, la voie somatique, psychosomatique. On est ici dans le registre du rapport entre plaisir et déplaisir, tendant vers son équilibrage au point de nirvana, c'est-à-dire d'anéantissement, surtout de toute sensation. On est en présence d'une double absence, celle de tout élément conteneur, Bion 1967, et de tout système de liaison. Par conséquent, on serait dans le registre strict de la pulsion de mort, déliée. Roussillon cite Green et Donnet, pour qui l'acte décharge serait mouvement d'excorporation, Green, Donnet, 1973. Il cite aussi Bion, pour qui l'évacuation motrice des pensées, mais il s'agit des pensées, peut se faire par de petits gestes chez certains psychotiques. Certaines de ce que d'aucuns nomment les TOC aujourd'hui nous sembleraient pouvoir faire partie de cette catégorie, la pulsionalité obsessionnelle choisissant cette décharge économique, laissant en place l'isolation de l'affect. C'est cette confusion entre le ressenti émotionnel, le vécu affectif et les mots de la pensée verbale, caractéristique de la psychose et pas seulement d'elle, qui nous semble importante ici. Le patient schizophrène évacue-t-il des morceaux de pensée, éléments bêta ou bien des affects ? Toujours est-il qu'on semble assister dans le cas de l'acte décharge, à une sorte de régression, où l'appareil psychique n'était pas encore différencié de la motricité originelle. Roussillon précise que l'acte décharge n'a pas forcément et uniquement une fonction défensive, mais qu'il pourrait avoir valeur d'un amorçage d'une pensée ou d'une représentation, cherchant à advenir selon une voie ou une forme. Il pourrait en être ainsi des actes qui se posent comme répondant à une certaine recherche de traumatisme, cette traumatophilie sur laquelle nous reviendrons, de Ferenczi à Guillaumin. Le cas d'Audrey nous semble représentatif de ce type d'acte, acte décharge sur la peau, de type coupure, dont le but est de faire advenir une représentation du traumatisme de l'inceste et de l'incestuel, qui puisse secondairement être évacué, avec cette image du sang lavé dans la noyade. La seconde catégorie économique de l'acte que propose Roussillon est l'acte signe, ou acte en quête d'écran. Cette conception découle partiellement de la première catégorie, mais donne à l'acte une visée intersubjective qu'ignorait l'acte décharge pur. Il posséderait un contenu psychique en quête de conteneur, Bion toujours. C'est ici la contribution d'une modélisation de l'acte à la théorie de l'identification projective. Pour Roussillon ici, l'acte est en quête de sens et de représentation de choses. L'objet, par exemple l'analyste, est utilisé en tant que porteur d'un éprouvé irreprésentable et ou impensable. L'autre fournit alors son propre appareil à penser, à rêver. Le sujet ne dispose que d'une préconception du conteneur, d'emblée perçue chez l'autre. Il nous semble ici utile de nous tourner vers les conceptions de Joyce McDougall sur l'identification projective, McDougall, 1982. Dans un chapitre pour nous remarquable, Les mots manquants et l'économie de l'affect, de ces théâtres du jeu, Joyce McDougall met en rapport les patients opératoires ou et alexithymiques, avec un mode de fonctionnement où l'identification projective, fort employée par ceux-ci, leur permet de maintenir un espace froid, dirions-nous, entre soi et l'autre, McDougall 1982. Elle rappelle les sensations qu'éprouve l'analyste de ces personnes, largement confirmées par d'autres sortes de cliniciens ou chercheurs, par exemple NEMIAH 1978 à Boston, paralysantes, qui en font des anti-analysants, McDougall 1982. La désaffectivation qui semble envahir ces patients s'empare ainsi de la relation et démobilise l'autre. Joyce McDougall précise: le concept d'identification projective peut nous éclairer dans une certaine mesure. Ce processus, lié à celui de clivage, est un phénomène à la fois intrapersonnel et interpersonnel. Le patient utilise ses fantasmes et ses problèmes propres pour induire chez les autres des réactions affectives. Il en résulte une sorte de désertification, à mettre en lien avec le syndrome du même nom décrit par Green, dont il a reconnu la parenté dans un ouvrage récent, Green, 2002, de l'espace intermédiaire entre sujet et objet. La conflictualisation, l'expression vitale des désirs, l'échange des affects, tout ceci est rendu caduque, mais l'autre, choisi pour incarner cette partie du sujet, est souvent sélectionné en fonction de sa ressemblance avec un personnage du théâtre interne du metteur en scène, d'où le transfert se vit comme l'instrument du sujet,
finit par se retrouver lui-même affecté par la relation, et s'approprier ces éléments projetés en lui, en retour sur le sujet. Ceci tourne en rond, c'est-à-dire à l'entropie, et vide de toute affectivité la relation. C'est pourquoi cette quête d'écran nous semble bien aléatoire et peu efficace chez ceux qui ont un recours majeur à l'identification projective dans la relation aux autres. On ne s'étonnera donc pas du potentiel suicidaire élevé de ces patients. La troisième catégorie économique est l'acte écran proprement dit. L'analogie avec le souvenir écran est aisée, mais ici l'écran n'est qu'une surface de projection qui ne cache rien, hélas. On est dans une bidimensionnalité de l'autre, qui est donc vécue comme dénuée d'intériorité psychique. L'acte, ici, se rapproche de la mise en scène. Des éléments sont liés mais non métaphorisés. Le prototype en serait la description par Freud en 1909, d'une attaque hystérique comme mise en scène d'un scénario fantasmatique de scène primitive, Freud 1909. La structure de l'acte et son contenant, la forme donnée. Au sein de cette enveloppe, peu de symbolisation. Roussillon rapproche certains scénarios de suicide d'une telle catégorie d'actes, mise en scène aplatie, peu métaphorisée, mais nécessairement adressée à l'autre, puisque le modèle semble en être l'attaque hystérique. Enfin, Roussillon propose une quatrième catégorie économique de l'acte, l'acte expérience étayante, devenant un support de l'actualisation d'une potentialité du moi pour lui-même dans un rapport au monde qui n'a pas pu prendre forme au cours de l'histoire du sujet. Ici aussi, nous renvoyons à la notion de traumatophilie. Ainsi, des expériences infantiles incomplètes vont tenter d'être élaborées, par exemple dans la cure analytique ou en institution, en thérapie familiale, etc., mais surtout après coup. Le cas de Mia est caractéristique de ce type d'acte. Sa tentative de suicide prend alors une véritable fonction initiatique. La valeur traumatique de ces expériences apparaît souvent, et c'est l'expérience du jeu qui autorise un dégagement. L'enfant se préserve ainsi du traumatique par ce moyen de symbolisation. Mais hélas, l'adolescent ne joue plus. Tout est soudain pris au mot chez lui, ce qui signe ce collage de l'appareil psychique au réel, cette confusion entre le mot et la chose, cette désorganisation de la pensée si souvent décrite, mais sur quoi il faudra revenir avec beaucoup de circonspection. Aussi, la restauration d'un espace intermédiaire, Winnicott 1951-1971, d'une transitionnalité, KS 1979, peut-elle devenir vitale. Il est possible que toute la difficulté de l'adolescent à se dégager de l'agir réside dans cette perte de la capacité de jouer, qui permet de déjouer le mortifère de la répétition, tant il est vrai que le jeu ne répète qu'une structure d'ensemble et temporelle. C'est pourquoi l'utilisation de médiateurs symboliques avec les adolescents suicidants est si utile, restaurant une aire de jeu au sens de Winnicott, où l'objet, fût-il le soignant, peut être créé, trouvé au sein d'une aire d'illusion, celle du transfert, Winnicott 1971. La vignette clinique de Julie, dont nous parlerons pour illustrer le transfert paradoxal, Anzieux 1975, est très représentative de cela. Il convient d'étudier pourquoi les adolescents vivent davantage cette tendance à la répétition mortifère dans l'acte. L'explication résiderait dans la dialectique pulsion de mort, pulsion de vie au sein d'appareils à penser déstabilisés par les remaniements identitaires de cette période. Le rapport au corps, au corporel plus précisément, se révèle ici particulièrement crucial. Encore une fois, la question du besoin de traumatisme, chère à Jean Guillaumin, sera reprise plus loin, Guillaumin 2001. Ainsi, c'est l'identité, en tant qu'elle est temporairement dans le meilleur des cas, menacée par le processus d'adolescence, qui se vide de l'espace psychique dont disposait l'enfant et en projette les contenus à l'extérieur.
La notion d'espace psychique élargi de Jean May rend compte d'une telle extériorisation des liens internes du moi à ses objets. Jean May, 1980. C'est pourquoi l'identification projective, sous-tendue par le clivage, devient un mécanisme de défense privilégié à l'adolescence, donnant à l'entourage du sujet le sentiment récurrent voire constant d'être manipulé. D'ailleurs, l'adolescence n'est jamais vécue seulement par l'adolescent ou l'adolescente. Il en va de même qu'il en va pour le bébé dont Winnicott rappelait qu'il n'est jamais seul. L'entourage familial, mais aussi les autres adultes, sont impliqués dans le processus. La mise en acte les touche, les actes pourrait-on dire. Se joue d'eux, ce qui est vécu comme une sorte de contamination et se retrouve dans les impressions de paralysie que l'on rencontre souvent chez les soignants ou les travailleurs sociaux qui déclarent des adolescents difficiles, mutiques, opposants, qu'on n'en tire jamais rien. Mais qui est paralysé ici ? À n'en point douter, l'identification projective a fait son œuvre de dévidage intersubjectif, donnant à croire à chacun qu'il ne s'appartient plus. Ce qui est à craindre, c'est bien la désertification psychique qui en résulterait parfois, c'est-à-dire un dévidage intrasubjectif, parfois réciproque chez l'adulte et chez l'adolescent. Si on fait un point jusqu'ici, dans ce qui peut apparaître comme un dédale, on dira, conformément à ce que rappelle Roussillon, que mettre en acte n'est ni l'opposable systématique, ni le contraire de se remémorer. Agir n'est pas le pendant de penser ou parler. Le transfert, s'il est élaboré, en est la preuve vivante, pour ainsi dire. Pourtant, quand le sujet achoppe sur l'élaboration qu'il s'est enlisé dans la répétition, certes parfois de manière défensive, c'est ce que nous allons aborder, reprenant Joyce McDougall plus loin, la mise en acte soumise à la répétition, même dans la relation à l'autre, constitue un empêchement à penser. Et ce n'est pas la présence d'une parole qui peut garantir à tout coup la présence d'une pensée liée aux affects qui la sous-tendent dans la chaîne progressive de Green. Le philosophe du langage Austin nous en a fait la brillante démonstration en développant les aspects performatifs de la parole dans son ouvrage Quand dire c'est faire, Austin, 1970. Parler devient alors un mode d'agir sur l'autre. Par exemple, quand la parole véhicule l'identification projective. C'est ce qu'Harold Searles nous a montré lui aussi dans son article « L'effort pour rendre l'autre fou », Searles, 1965, où la pensée est le vecteur de l'influence voire de l'emprise. Roussillon conclut à un sens de l'acte qui peut être défensif ou élaboratif. L'évaluation de cette valeur passe par la détermination de l'intention et de la place de l'acte dans le processus de mentalisation, la chaîne de Green. Freud ne concevait-il pas la pensée comme un acte intériorisé ? L'acte est alors bien plus opposable à la représentation qu'à la parole ou la pensée. Un peu plus haut, nous évoquons le syndrome de désertification psychique de Green. Ce dernier insiste à montrer l'importance qu'il y a à prendre en considération un tel syndrome dans la théorie. La question de la pulsion de mort, donc de la répétition, y est directement posée. Une articulation nous semble possible avec la théorisation de Joyce McDougall qui va de l'anti-analysant à la psychosomatisation. Elle établit en effet un lien théorico-clinique fort entre fonctionnement psychosomatique et prise de risque, dont les addictions. Green décrit un fonctionnement mental paralysé, où le patient est envahi par un vécu de désertification psychique auquel il peut être tenté de parer par une parole de remplissage vide, superficiellement narrative et distraite. Green, 2002. L'impact contre-transférentiel sur l'analyste n'est pas neutre, plus particulièrement lorsqu'on allonge ses patients sur le divan, nous précise Green, qui se sentent plongés dans un univers anobjectal, laissant place au sentiment que l'objet analyste a littéralement disparu. Green 2002. Cette description ressemble de très près à celle que Joyce McDougall fait de ses patients anti-analysants ou normopathes qui évoquent en nous et par nous leurs sentiments déniés de détresse, de désespoir et de paralysie interne. McDougall, 1982. Joyce McDougall évoque avec ses patients des modes de pensée et de relations désaffectivées. Mais c'est surtout Green qui articule ses constats cliniques à la théorie des pulsions, la deuxième, c'est-à-dire à la répétition et à la destructivité, plus précisément d'une entropie qui dévide la pensée. Si l'on veut évoquer la dépression, ce n'est pas du côté de la mélancolie qu'il faut regarder, mais du côté du sentiment du vide psychique accompagné d'une absence d'affect dans les dépressions froides ou blanches. Green 2002. C'est effectivement la dimension représentative qui a déserté le sujet,
contrairement à ce qu'on décrit dans les schizophrénies, ou si le malade tente à grand recours de pensées paradoxales, de faire taire des dispositions psychiques préservées, c'est bien la preuve que ces dernières ne sont pas évacuées. Joyce McDougall parle, elle, pour ses normopathes, de forclusion, avouant qu'elle risque de susciter une certaine confusion terminologique. Mais effectivement, elle et Green évoquent là un processus d'éjection des contenus de pensée. Il semble que l'on se rapproche alors de la notion de dépression essentielle de Pierre Marty, du moins de l'un de ses aspects. McDougall nous semble se rapprocher de ce modèle, davantage que Green, même si elle précise que ces patients ne somatisent pas nécessairement. McDougall, 1989. Toujours est-il que c'est bien la pulsion de mort qui est au centre de ces fonctionnements, que le recours au corps, à travers la motilité ou non, la somatisation ou non, est en jeu. On est dans l'acting, avec ces patients. Ils faisaient montre d'une capacité peu commune à expulser de leur discours analytique certaines expériences chargées d'affect, avec pour conséquence qu'elles trouvaient leur expression en dehors de l'analyse d'une certaine façon hors psyché. Ces expériences qui se déchargeaient dans l'action, ou sur le milieu, ne devenaient accessibles à la parole que par l'intermédiaire d'une préoccupation contre-transférentielle. Cela ne rendait pas le rapport entre l'expérience affective fort close et les manifestations somatiques plus facile à établir. Par ailleurs, ces analysants se plaignaient souvent d'un sentiment de vide, d'une absence de contact avec les autres ou trouvaient que la vie manquait de sens. McDougall, 1989. Green pose la question du statut de l'angoisse chez ses patients, constatant qu'elle n'est pas toujours présente chez eux, loin s'en faut, ce qui est cohérent avec l'éjection de l'affectivité. Ils vivent plutôt qu'ils n'éprouvent d'ailleurs, ce qui peut contribuer à expliquer leur recours à des modes d'éprouvés artificiels, voire addictifs, une terreur sans nom et sans visage. Conformément à ce qu'écrit McDougall, si l'angoisse surgit, c'est du côté de l'analyste, Green 2002. La terreur, la peur pour Green, fait naître une menace d'enveloppement et d'intrusion par l'objet devenu invisible. Séparation et intrusion se conjuguent pour créer défensivement la désertification, laquelle, paradoxe, laisse le terrain libre à un envahissement potentiel fantasmé. En face à face, cet état laisse apparaître autre chose. Rétractation interne, repli défensif en soi, protection non seulement en rapport avec une fragilité des limites, mais avec une menace pesant sur un orifice vital, plus ou moins métaphoriquement anal ou vaginal, courant un double danger. Ou bien la menace d'une intrusion délabrante et dévastatrice se localise à travers un accès imaginaire à l'intérieur du corps et donne lieu à une tentative d'extirpation violente et mutilante de l'intrus, qui donne le sentiment du désir du patient de mettre une fin brutale à une fusion avec l'objet devenu soudain menaçant. Ces deux périls contraires, intrusion et extirpation, conjuguent leurs effets. Green 2002. Ce que décrivent Green et McDougall, nous pouvons l'exploiter dans le cadre d'une théorie de l'acte, et cela contribue à une meilleure compréhension d'un certain registre d'acting, chez des sujets dont la désertification psychique est telle et l'extériorisation, par éjection, forclusion, telle qu'elle ne laisse place qu'à la somatisation et à l'agir. Mais ce processus étant très largement sous-tendu par des mouvements de mort, Marty P. 1976, par la destruction, qu'il peut donner à la mise en acte, acting out ici, un caractère particulièrement mortifère. Ceci peut contribuer à nous faire mieux comprendre la logique interne de certaines mises en danger. Cependant, il nous faut aborder l'étiologie de ces fonctionnements, non plus sur un plan synchronique, comme nous venons de le faire seulement, mais aussi sur un plan diachronique, c'est-à-dire sous l'angle du développement, notoirement de l'infantile, redonnant toute sa place à ce dernier. Ce qu'écrit Joyce McDougall, en lien avec sa conceptualisation de ces mêmes fonctionnements psychiques sur l'enfant, nous semble particulièrement instructif. Nous pourrions donner, comme exemple de registre différent de l'acte dans le cas de tentative de suicide à l'adolescence, celui de deux jeunes filles s'exprimant dans un groupe. Amenés à exprimer leurs éprouvés actuels, les adolescents de ce simple groupe de parole, ouvert aux patients hospitalisés, animés par un médecin psychiatre et nous-mêmes au sein d'un service pour adolescents, ces deux jeunes filles confrontent leurs points de vue. L'une dit qu'après que son petit ami l'ait quittée, elle éprouve un vide et elle montre avec sa main son plexus. L'autre dit « Non, moi je ne ressens pas de vide, il me manque ». Cette différence est très importante et rend compte du registre psychique dans lequel chacune fonctionne. Ce que nous dit là la première est du ressort d'un éprouvé,
qu'elle verbalise certes maintenant, une fois hospitalisée, qui témoigne cependant de sa difficulté à penser. Une sorte d'éprouvée brute. Corporellement, elle vit un vide. La séparation est un arrachement, ce qui témoigne du pansement que représentait pour elle l'objet, davantage sans doute que la relation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.